nom est Claudia Ouellette et j'ai aujourd'hui avec moi, en vrai et virtuellement, l'équipe. André Allard, des Ailes du Québec. Bonjour André. Bonjour tous les confinés du Québec et de la planète. Ah oui. Et Grégory Blanc. Eh bien, bonjour, je suis là. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, on a bien sûr plein de choses à parler, plein de choses intéressantes, un dossier spécial sur les fusions dans l'industrie. Mais d'abord, on part ça proche de chez nous. Air Canada réengage tout le monde et des dirigeants renoncent à leur salaire. Oui, alors, les salaires, ça avait été annoncé, la renonciation au salaire, ça avait été annoncé, en fait, en même temps que l'annonce des 16 000 coupures d'emploi. Donc, il y a Kevin Rovanissiou, puis le chef des finances aussi, Michael Rousseau, qui, eux, ont complètement renoncé à leur salaire pour la période de crise du COVID-19. Puis la bonne nouvelle qu'on a appris cette semaine, c'est qu'Air Canada se qualifiait pour la SSAC ou la SSUC, pardon, la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, Air Canada réembauche les 16 000 personnes mises à pied. Donc, ils restent à l'emploi d'Air Canada, avec un salaire réduit peut-être dans certains cas, mais avec les bénéfices marginaux qui sont maintenus, donc salaire, pas salaire, mais assurance etc., fonds de pension, des choses comme ça. Ce qui est une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est que ça ne s'applique pas seulement aux gens d'Air Canada, ça s'applique aux gens d'Airbus, ça s'applique aux gens de WestJet, de Fair Airlines, dont on a eu confirmation au moment où on enregistre, et probablement beaucoup d'autres à venir. Donc, après les semaines noires d'annonces de mise à pied, de réduction de services, tout ça, de savoir que les gens maintiennent un emploi et que ça va être des revenus nettement supérieurs à ce qu'aurait versé l'assurance emploi, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut se réjouir de ça. C'est un nouveau programme mis sur pied à la halte. Et puis, les premiers salaires vont prendre un petit peu de temps à arriver parce que là, le programme vient d'être voté en fin de semaine dernière à la Chambre des communes. Donc, bonne nouvelle, mais une très, très bonne nouvelle pour probablement des millions de Canadiens, d'ailleurs, qui vont être sur ce programme-là. Oui, on va conserver un peu de pouvoir d'achat. Ça va donner un peu aussi de flexibilité au niveau du transport aérien. Donc, si on a des besoins spontanés, c'est plus facile à gérer à la dernière minute. Oui. C'est un lien d'emploi et des gens qui sont un peu en stand-by, j'imagine. Oui, puis c'est une bonne chose aussi. Je ne sais pas si ça a été pensé de cette façon-là, mais il y a aussi tout un volet de tu conserves un manpower que tu as eu de la difficulté une équipe que tu as eu de la difficulté à assembler. Donc ça, c'est pas. Ça a l'air un peu. Ça a l'air un peu, tu sais, on est dans les détails, mais détails quand même relativement assez importants, là, parce qu'on sait que c'est tellement difficile que... Mais c'est un peu des montagnes russes, l'emploi en aéro ces dernières années. Il y a eu plusieurs mises à pied qui ont eu de la difficulté à recruter dans les différentes écoles qui fournissent la main-d'œuvre à l'industrie, tant au niveau des techniciens que du génie, que du pilotage. Puis après ça, il se met à y avoir une pénurie monstre, puis là, on tombe dans... tout le monde se vole les employés les uns des autres. Là. Et là, on tombe avec presque tout le monde est mis dehors. Je peux comprendre Air Canada d'avoir sauté sur cette occasion-là parce que sans rien enlever à la compagnie, là, on sait qu'il y a eu de très grandes améliorations chez Air Canada ces dernières années. Là. Mais on sait qu'ils ils ont ratissé large. Ils peuvent remercier les plus petits AMO et plus petits opérateurs d'avoir fourni de très bons employés, une très belle main-d'œuvre, bien formée. Donc, je peux comprendre qu'ils aient sauté sur l'occasion de pouvoir conserver cette main-d'œuvre-là. Oui, mais d'ailleurs, c'était en général plusieurs entreprises privées, plusieurs dirigeants d'entreprises privées, tout secteur confondu, là, pas juste l'aérien, étaient sortis dans les premières semaines là, de la COVID-19 pour parler d'une subvention de ce type-là, où c'est l'employeur, finalement, qui gère, qui reçoit l'argent et qui paye ses employés, justement parce que les employeurs voulaient garder le lien d'emploi avec leurs employés pendant la crise. Honnêtement, j'en avais beaucoup entendu parler, puis en tant qu'entrepreneur, j'y croyais pas du tout. À ce genre de montant-là, à ce genre de structure-là, je pensais jamais qu'on ferait ce genre de move-là de la part du gouvernement fédéral. Honnêtement, je suis impressionnée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, puis ça s'ajoute, puis on peut peut-être faire un aparté aussi. Regarde, on va sortir un petit peu de l'aéro. On est dans une situation exceptionnelle. La fameuse PCU, Prestation canadienne
d'urgence qui a été mis en place rapidement. Les premières personnes qui ont fait application lundi ont reçu leur argent, genre mercredi ou jeudi. Puis ça a marché. Ils ont été capables de gérer 500 nouvelles demandes par jour, de gérer tout ça, puis de donner l'argent aux demandeurs. C'est exceptionnel. Et, on est en train de tester la capacité de tout le monde à s'ajuster rapidement. Autant les organisations que les gouvernements, que les individus. Puis on va revenir à Air Canada parce qu'on en parlait. Air Canada est en train de reconfigurer littéralement ses opérations. Oui, puis là, on a eu l'exemple avec 3 B777-300 qui ont été reconvertis en avions cargo. C'est-à-dire qu'on a enlevé les bancs, on a dessiné des filets spéciaux pour pouvoir mettre des caisses des boîtes de carton. Des boîtes de carton, mais légères. On ne met pas de choses pesantes là, quand on utilise ça. Donc, entre autres choses, du matériel médical qui n'est pas très pesant. Ça s'est fait, c'est un STC en fait qui a été fait parce qu'il a fallu modifier un petit peu là, certaines choses sur l'avion. Et je ne sais pas combien ça a coûté pour ce STC-là, OK? Mais on sait tous dans l'aviation, modifier un avion, changer une vis de place ou des choses comme ça sur un avion, il y a toujours une grosse facture qui vient avec. Hein? Disons qu'en mode AOG, ça a dû être impressionnant. Et, ouais, c'est ça. Mais je ne serais pas surpris que ça a coûté au moins 100 000 chaque avion, la modification. Et, je sais pas, Claudia, tu avais soulevé l'idée, toi, il y a une semaine ou deux, je pense, de l'épisode d'avant ou l'autre d'après, de modifier les avions en tout cargo. Puis Greg puis moi, on avait quand même un petit peu balayé ça du revers, exact. Mais en fait, ce que j'avais dit, moi, c'était est-ce que ça se pourrait que les constructeurs se mettent à vendre des avions qui sont facilement reconfigurables d'un à l'autre? Puis vous m'aviez dit, ce serait extrêmement surprenant. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour ça. Là, on parle d'un opérateur qui a, de son initiative, décidé de faire un STC. Ouais. C'est probablement, en fait, un LSTC. Donc, ça veut dire que le Supplemental Type Certificate est applicable uniquement pour Air Canada. Et en fait, c'est même pas ça n'a pas rapport du tout avec l'opérateur, en fait. Ça a rapport avec le numéro de série de l'appareil. Donc, fait que ça veut dire que si quelqu'un rachète cet appareil-là, ce certificat-là modifié suit? Non. Oui, exactement. Il va suivre pour cet appareil seulement. Intéressant. Ce qu'Air Canada pourrait faire, c'est le vendre à d'autres compagnies, par exemple. Ça, non, on le sait, c'est les Israéliens qui vont finir par faire ça, c'est correct. Probablement que IAI va racheter le STC et rajouter ça à ses affaires. Là. Mais ce que ça implique, l'implication de cette modification-là, où on a investi de l'argent sur un avion, puis tu sais, si je regarde les résultats financiers d'Air Canada des 5 dernières années, il y a des gens chez Air Canada qui savent compter et qui savent mettre l'argent au bon endroit, OK? Si on a dépensé mettons, je prends un chiffre fictif, je ne l'ai pas, mais si on a dépensé un montant X, qui est peut-être 100 000 sur chaque avion, ça veut dire que dans les mois à venir, on s'attend à ce que cet avion-là nous ramène au moins autant de profit, 100 000 de profit net de plus, sinon plus, OK? Parce que sans ça, tu ne le fais pas. Alors, ce que ça veut dire, l'interprétation que je fais de cette modification-là, c'est que Air Canada ne s'attend pas à ce que la capacité ou le nombre d'avions de passagers, ils ne s'attendent pas d'être capables de remettre suffisamment d'avions de passagers en service pour répondre à la demande de cargo pour un bon bout de temps encore. Mais il n'y a pas que ça, André. L'oracle de l'aéro, on avait raison. Bon point. Fait que ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut en ajouter une couche. C'est que il y a une occasion à saisir au niveau de certains transporteurs. Là. Oui. Tu remarqueras qu'il n'y en a pas si tant que ça de transporteurs qui se sont lancés là-dedans, là, autre que mettre des boîtes sur des sièges, on s'entend. Là. Mais reconfigurer des appareils. Il y a Lufthansa qui est en train de le faire aussi. Il semblerait qu'Air France va s'y lancer aussi, mais Air France a encore beaucoup de... eux autres, ils ont un autre problème, c'est qu'ils ont encore beaucoup de ressortissants à rapatrier, fait que c'est un peu plus compliqué de libérer des appareils. Là. Mais fait qu'il y a encore beaucoup de vols passagers, c'est ça? Oui, ils sont en Afrique en ce moment. Il y a un vol qui est parti ce matin qui s'est fait tirer dessus, vous avez peut-être vu ça. Oui, ils se sont fait... Puis donc, en fait, là où je veux en venir avec ça, c'est que il y a une opportunité d'affaires mondiale. Fait que c'est pas juste une question de couvrir les besoins du Canada. On peut s'attendre à voir Air Canada vendre ses services à des pays, par exemple, qui n'ont pas de transporteur national ou qui ont un transporteur national, mais qui ne fait pas de l'international
assez loin, on va dire, pour se rendre, par exemple, en Chine, chercher des choses, mais là, du matériel. Fait qu'on s'attend à desservir des pays en voie de développement avec ce service-là. C'est Absolument. Ça que tu penses? On l'a vu en ce moment. Il y a des vols de Lufthansa qui s'en vont à certains pays d'Europe de l'Est. Ils répondent. Ils ont été les premiers à répondre. Même Airbus, qui a envoyé son A350 de test, là, numéro de série 1 ou 2, là, je ne me rappelle plus. Là, ils ont mis des boîtes. J'ai trouvé 2-3 photos là, sur le net où il y a des boîtes de produits empilés entre les caissons de test. Parce que c'est un avion de test. Il y a des computers, il y a des caissons installés dans la cabine, là, puis empilés un peu partout entre ces armoires-là. Il y a des boîtes de... Donc, oui, tu as raison, André, de dire que il y a des gens qui savent compter chez Air Canada, puis ils savent très bien compter parce qu'ils sont dans les premiers à le faire. Et ils vont le faire pas juste pour le Canada. Ça, je suis à peu près certain. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas, mais moi, je pense qu'on a vu une opportunité de desservir certaines régions, certains pays, whatever. Là. OK. Et en fait, quand tu regardes ça, là, Air Canada revient un peu, les transporteurs traditionnels, on voit ça, tu as mentionné Lufthansa, les compagnies qui font ça, ce sont souvent des compagnies qui faisaient déjà beaucoup, à tes souhaits, Merci, c'était violent. C'est le printemps. Les transporteurs traditionnels, les autres, avaient déjà un bon volume de cargo, ils ont une expertise, ils ont une logistique, parce que ne fais pas du cargo qui veut. Exact. OK? Charger un 777, ça prend tout le système, là, les convoyeurs, les fameux belt loaders aussi, les conteneurs et tout ça. Puis si t'es rayonneur, toi tu veux faire du cargo. De toute façon, du cargo dans un 737, on s'entend, il ne rentre pas de conteneur, il faut que tu rentres tout à l'item. Mais si t'es un EasyJet, par exemple, pour nommer un transporteur à rabais là, ou en Europe qui a des 320, si EasyJet décidait d'utiliser ces avions pour mettre des LD3 dans des conteneurs LD3... S'ils ont pris la configuration cargo avec container, parce que tu peux avoir le 320 peut venir aussi avec, comme le 37 à la main. Maudite configuration. Ça, c'est la version cheap qu'on doit regretter amèrement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais même s'il y avait la possibilité de mettre des LD3 dans les chars, tu ne deviens pas un fournisseur de cargo. Il faut que tu t'achètes l'équipement pour rentrer et sortir les conteneurs, tous les systèmes tu pourrais faire affaire avec du ground handling sur place, mais c'est certain que la logistique, la gestion, là, puis je pense qu'on met l'accent, André, sur le côté expertise. Parce qu'à la limite, se louer un belt loader, n'importe qui peut faire ça. Mais je pense que le point important que tu soulèves, puis sur lequel on mérite de surfer, là, c'est le côté de la gestion. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le ramènes? Comment tu l'organises? C'est vraiment toute la question de la gestion des douanes et tout. C'est l'opérateur qui fait ça? Absolument. Oui, c'est eux qui gèrent ça. C'est des brokers. Ils ont leur propre service de broker. In-house. Oui. Tu peux faire affaire avec quelqu'un d'autre, mais tu peux utiliser celui d'Air Canada aussi, par exemple. OK. Alors, tu as tout ça à mettre en place. Et là, les compagnies reviennent à ce qu'ils étaient dans les années 50-60. Qu'est-ce qui leur a permis de lancer les services transatlantiques, entre autres? C'est le courrier, le cargo, le courrier transatlantique. Ouais. C'est tout ça qui les a lancés. Et aujourd'hui, ils sont revenus à leur opération de base, le cargo d'abord. C'est ça qui va les maintenir. C'est ce que en gros, tu regardes au niveau de la plupart des moyens de transport, le train, le bateau à vapeur et tout ça, là. Tout ça, toutes ces technologies-là ont été mises de l'avant principalement d'abord et avant tout pour l'échange de produits, là, ramener des produits d'un continent à l'autre et faire bouger les choses, mais les choses, produits. Le point que je ne veux pas qu'on oublie de mentionner, André, là-dessus, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les compagnies de cargo, par exemple. Ben, pas tant que ça. Selon ce que j'ai lu dernièrement, ils sont en termes de capacité, saturés actuellement. Oui. On parle des 6 semaines d'attente pour du overnight sur FedEx. Là. Non, c'est juste, ils sont complètement... Ça, c'est correct. C'est vrai qu'ils récupéreront jamais cette capacité-là. Si Air Canada... Admettons, on regarde juste les majors. Air Canada, United, Delta, American, ne serait-ce que pour le continent nord-américain, si eux autres se décident à modifier des avions et ou à continuer à empiler des boîtes sur des sièges, là, je veux dire, il y aurait les moyens et la capacité de le faire.
Fait que c'est sûr que pour un certain temps, ça va déloader un petit peu le système. Mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle pour... Non, je comprends. Ils sont en train de prouver leur capacité. Exactement. Oui. Puis ils ont été forcés de s'organiser. Puis en fait, ce qui arrive aussi, c'est que moi... Puis c'est là, rendu là, c'est purement une réflexion que j'ai, là. C'est est-ce que le fait d'avoir fait ça va pas dire, admettons... donner l'opportunité à des compagnies comme Air Canada, par exemple, de dire « Hey, sais-tu quoi? Quand ça va revenir à la normale, là, maintenant qu'on a développé des routes, on va peut-être commander 2-3 777 cargo, là, en vraie configuration cargo. » Puis quand je dis, parenthèse, là, quand je dis vraie configuration cargo, par exemple, c'est que tantôt, André, tu mentionnais que c'est pour mettre des boîtes légères dans la cabine, là, les modifications qu'on a faites. Ouais. Puis entre autres, pourquoi qu'on mentionne ça, c'est que le plancher n'est pas renforcé. Ouais. Quand tu as un avion qui est cargo, bâti pour être un cargo, là, le plancher renforcé pour être capable d'accueillir des palettes. Puis des, fait que, peut-être qu'eux verraient l'opportunité finalement d'aller chercher peut-être 2-3 777 puis de dire, sais-tu quoi, il y a peut-être un marché à... Oui, mais considérons ça dans l'autre sens. J'entends ce que tu dis, puis c'est vrai que les parts de marché qui sont récupérées par les transporteurs classiques, on va dire, de passagers standards, risquent de ne plus être disponibles jamais pour les transporteurs 100% cargo. Sauf que la demande aussi va avoir explosé. Les clients et fournisseurs vont s'être habitués de fonctionner par avion parce que peut-être qu'il y a d'autres moyens de transport qui vont souffrir plus. Est-ce qu'on va moins envoyer par bateau maintenant que cette capacité-là va être là? Peut-être. Fait que peut-être qu'il n'y a rien qui va changer pour les transporteurs. Peut-être. Et où les compagnies, les transporteurs tout cargo, là, comme ABC ou Volga Depner, tout ça, vont continuer à se spécialiser dans du oversize puis du compliqué. Du compliqué à gérer, je sais pas trop, là, whatever. Ce qui est clair, c'est qu'on se doute que la demande de passagers va être anémique toute l'année 2020, ce qui veut dire que là, les compagnies aériennes se battent pour avoir des revenus. Puis là, le cargo, ça devient un revenu de choix. Donc, quand les choses vont se stabiliser un petit peu au niveau de la COVID-19 puis des besoins sanitaires, puis que la demande va rebaisser un peu, et là, il va y avoir une bataille entre les transporteurs traditionnels et les gens de cargo. On pourrait le voir ça un petit peu comme ça. Là, peut-être, j'ai hâte de voir. Mais ce que ça sous-entend aussi, c'est que Air Canada a été pas le premier, mais dans les premiers à saisir cette opportunité-là. Dis-moi pas qu'on serait un peu des adoptants précoces au Canada. Première nouvelle. Il y a relativement une bonne... je ne veux pas dire qu'ils sont parfaits, mais il semble y avoir une bonne équipe de gestion. Puis, chez Air Canada en ce moment. Là, fait que, un autre bon coup, là, après les A220. Il y a probablement des lacunes, là, mais et personne n'est parfait, bien évidemment. Moi, le premier. Mais il semble avoir une bonne équipe en place. Là, fait que c'est plus ou moins surprenant, je te dirais, avec ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années chez Air Canada. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis ne tuons pas la peau de l'ours. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué la bête, machin. Tu peux-tu recommencer? C'était pas moi, je ne recommencerai pas. Mais ça semble bien parti. Voilà. OK, excellent. L'ours est mort. Ouch. OK. Donc, on passe à la deuxième, au dossier spécial pour aujourd'hui où on va parler des fusions dans l'industrie. Et pour ce faire, on va accueillir parmi nous et pour le reste de l'épisode un invité, Olivier Lacombe, pilote. Je sais, chers auditeurs, que vous attendiez depuis très longtemps qu'on s'adjoigne. Qu'on fasse appel. Oui. Merci. Les services de pilote pour donner un point de vue, ce point de vue-là dans nos émissions. Donc, c'est maintenant chose faite. Bienvenue parmi nous, Olivier. Merci. Hey! Les fusions, messieurs. Oui. Ce qui nous a donné l'idée de parler de ça, c'est, dans le fond, un article cette semaine d'une personne que nous suivons avec assiduité. Je pense que je peux parler pour tout le monde ici. Kevin Michaels. Oui, quelqu'un de connu, oui. Oui, exactement. Qui nous sortait aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, un article qui parlait du fait que la fusion entre Woodward et Hexcel avait complètement planté. Oui, puis en fait, ça a amené toute une discussion, parce que probablement que les gens qui vont nous écouter ne savent même pas c'est qui. Peut-être que certains connaîtront Woodward, qui est une compagnie qui fabrique des Fuel Control Units. Fait que si vous taponnez un peu tout ce qui est PT6, P100, de plus petits moteurs, là, un petit peu moins présents sur des gros turbofans. Fait que le nom va vous sembler un petit peu familier. Ouais. Mais pour les gens qui ne savent pas, les gens qui savent pas c'est quoi un Fuel Control Unit, là, c'est un FCU.
C'est un FCU, oui, c'est ça, un Fuel Control Unit. D'accord. Je pensais qu'elle allait me sortir encore plus, c'est un carburateur pour moteur à turbine. Oui, c'est vrai, c'est une bonne façon de le voir. Hey, décidément, on peut continuer avec les synonymes si vous voulez. Ben là. Super. Et donc, j'avais pas fini. Oh, pardon. Ben oui, parce que là, donc, les gens qui nous écoutent vont, ça leur donnera pas vraiment d'idée de c'est où, qu'est-ce que ça fait là. Puis ils n'ont sûrement pas entendu parler de la tentative de fusion entre les deux. Mm-hmm. Mais en fait, c'est un article qui a été écrit par Kevin Michaels pour dire que là, il faudrait que ça arrête ces affaires-là. Mm-hmm. Parce qu'on a tenté de fusionner, donc Woodward et Excel, une compagnie qui fabrique des Fuel Control Units, avec une compagnie qui fait du composite. Mm-hmm. Et il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a aucune synergie possible ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on voulait, c'était uniquement essayer de créer de la valeur, grossir. Ouais. Puis guess what? Ça n'a pas marché. Donc la discussion de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, va-t-il y avoir des consolidations avec ce qui se passe en ce moment dans l'industrie? Toute cette discussion-là sur les médias sociaux a été lancée en grande partie par cette espèce de petite pensée que Kevin Michaels a mis sur les médias sociaux de je ne sais pas où est-ce qu'il pensait s'en aller avec cette fusion-là, mais c'est une très bonne chose que ça ne soit pas arrivé. Et en plus, ce qu'il mentionnait, c'est que ça, c'était l'une des fusions qui était en théorie le moins à risque parce qu'il n'y avait aucun échange d'argent qui était fait, c'était seulement de l'échange d'actions. Ouais. Donc, si une fusion qui était les moins à risque plante, qu'est-ce qui va arriver aux autres? Et là, bien sûr, on a en tête les ventes d'actifs de Bombardier et également la situation avec Boeing et Embraer. Oui, la Absolument, fusion. Vas-y, André. Et on est en période de crise, donc on s'attend à ce que des gens, dans les 2 prochaines années, des entreprises ferment. Les plus forts vont devenir plus forts, les plus faibles vont s'affaiblir ou vont fermer. Qu'est-ce que ça va donner? Regarde, en ce moment, là, on peut toujours citer HSBC qui a élaboré, qui a donné une grande vérité de la palisse. Ouf. Il va y avoir des fusions et des acquisitions pendant la crise. La période, pendant la crise. Tout le monde savait ça. Est-ce que Mitsubishi va acheter le CRJ, va compléter son transaction? On pense que oui. Maintenant, Spirit Aérosystème, est-ce qu'elle a encore le moyen d'acheter les installations de Bombardier à Belfast et au Maroc? On en avait parlé, ça, je pense, d'ailleurs. Hein? Mais je pense qu'ils ont intérêt. Là. Ça, c'est un autre. Moi, je pense que ça va plus loin que juste dire fusion et acquisition. Là. Dans le cas de Spirit, il faut absolument, s'ils veulent survivre tout court, il faut absolument qu'ils diversifient leurs opérations. Dans leur cas, eux, ça veut plus dire diversifier ses clients. Sortir du giron de Boeing. Oui, exact. Oui, puis en même temps, d'un côté, les territoires risquent d'être un petit peu frileux du fait d'aider des entreprises pour que l'argent s'en aille à l'étranger. De l'autre, d'un point de vue nationaliste, c'est l'occasion ou jamais de mettre la main sur des actifs étrangers. Là. Oui, donc, tout à fait. Le problème, c'est, le bout de ma phrase que je vais rajouter, c'est peut-être à rabais. Si les valeurs sont modifiées, là, ça va peut-être être différent et pas facile, mais bon. Mais on va quand même continuer en adressant les autres qui étaient dans le pipeline présentement. On a déjà parlé d'Embraer Boeing la semaine dernière. Pour l'instant, la situation n'a pas changé. Qu'est-ce qui a été complété très officiellement, très publiquement cette semaine, Greg? Ah oui, l'histoire nous dira, le temps nous dira si c'est une bonne chose, mais cette semaine, on a eu le lancement officiel de la nouvelle compagnie formée de la fusion de UTC, United Technologies, et Raytheon. Donc, ça avait été, au début de l'année, là, ça a été approuvé par les différentes instances politiques et économiques à travers le monde. Là. Donc, on a eu le feu vert. On a eu le feu vert pour finaliser la fusion. Et donc, maintenant, on a une nouvelle compagnie là, donc, qui est formée de UTC et de Raytheon. Ça fait un autre mastodonte sur le marché. Si Boeing se plaignait qu'ils avaient de la misère à gérer leurs fournisseurs qui prenaient de plus en plus de place, là, ben ils vont la trouver moins drôle avec cette fusion-là parce que déjà on sait que Boeing pestait contre UTC quand
quand que ceux-ci ont fusionné avec le Honeywell. rachat de Goodrich, OK. qui est devenu UTAS, là, United Technologies Aerospace. Ouais, j'ai Fait dit que- Honeywell, je voulais dire Rockwell Collins plutôt. Ouais, ben, ça a commencé avec Goodrich, puis c'est notre ami Ouais. Alain Bellemare qui s'est occupé de ça. Fait que déjà là, il Mhm. commençait un petit peu à pester. Parce que ça faisait que, comme on s'en doute, là, ça concentre un paquet de choses, un paquet de programmes sous un parapluie. Là. Puis, dernièrement, donc il y a à peu près 2 ans de ça, 2-3 ans, on a Rockwell Collins qui a fusionné avec UTC. Donc là, ça a été un très bon coup de la part de UTC. Là. Oui, mais non. Là. C'est pas un très bon coup pour Boeing parce que là, ils se sont retrouvés à avoir... dans le fond, tu sais, UTC et Rockwell Collins sont des fournisseurs de Boeing, mais tu sais, ils sont aussi gros que Boeing. Ouais, mais j'avais pas lu quelque part que si jamais cette fusion-là se faisait, il y avait genre 87% de l'avion qui était fait par le même fournisseur. C'était sur le 787, sur le Dreamliner. Mhm. Je me rappelle plus du pourcentage. Je m'excuse auprès de notre clientèle. Je me rappelle pas exactement de combien que ça couvrait, mais c'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. En ayant UTC et Rockwell Collins à ce moment-là qui fusionnaient, Boeing, c'est les seuls en Amérique qui étaient vraiment pas contents de tout ça parce que là, ils se retrouvaient à devoir dealer avec une seule personne pour 80% de l'appareil. Là. Ouais, puis tu sais, au départ, l'objectif de faire ça, Ouais. de se diversifier ou de Ouais. sortir des investissements au niveau des développements, c'était de réduire le risque. Si là, tu as le risque d'avoir un fournisseur unique, Ouais. c'est vraiment pas un bon C'est calcul. c'est entre autres pour ça que sur le 777X, on s'est retrouvé avec des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, par exemple, Aerodevtech, qui se trouve à manufacturer Ouais. le train d'atterrissage du nouveau 777. Historiquement parlant, ça a toujours été soit Goodrich ou... Il aurait été trop petit pour faire ça normalement. Ben, ouais. Tu sais, je Du veux dire, point de c'est vue sûr de Boeing, que on s'entend. là, c'est faut- la chance d'une vie. Là. Ouais. Mais tout ça, sans rien enlever à Aerodevtech, parce que, tu sais, on les connaît, on sait ce qu'ils sont capables de faire, ils ont été sur la Lune. Donc, pas de problème. Tu sais, Ouais. c'est juste que ça aurait été fort peu probable de les voir là. Ce qui a drivé la décision, c'est le fait que Boeing voulait donner une petite leçon Mais à UTC. l'arrivée de Raytheon dans UTC, Mais là, c'est pire. c'est que Ça ça devient donne, encore plus gros. ça donne accès à un gros marché militaire pour UTC qu'ils n'avaient pas. C'est vrai. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus du côté militaire que UTC regardait en fusionnant avec Raytheon. C'est un fait. Mais dans le cas de cette fusion-là, si tu regardes à peu près toutes les analyses qui ont été faites par rapport à ça, le running gag, c'était que lorsque Boeing s'assoira avec ses fournisseurs, quand ils vont s'asseoir en meeting avec UTC assis en face d'eux autres, là, tu te trouves à dealer avec une compagnie qui est aussi grosse que toi. Fait que tu peux pas y dire si tu fais pas ce que je te demande, là, tu risques de faire faillite. Je crois pas, non. Fait que il n'y a pas vraiment de leverage quand tu vas dealer avec UTC Raytheon. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de technologie, donc effectivement, qui est détenue par UTC Raytheon aujourd'hui, que on le sait, l'aviation, l'aéronautique, tu te revires pas de même. Là. Tu dis pas, parce que c'est comme ça, je prendrai plus ton computer. Ben non, tu peux pas faire ça, il faut te recertifier l'avion au complet. Ça. OK. Donc, quelle autre fusion on peut s'attendre à voir cette année En fait, cette année? Cette année? Bonne question. Ouais, ou prise de contrôle, imprévu. Y a-t-il des choses qu'on peut penser voir arriver dans l'aéronautique? Bonne question. Hey, c'était pas du tout l'angle que j'avais exploré de mon côté. J'en étais plus à y a-t-il des fusions existantes qui sont à risque? On pense par exemple à un nationalisme débridé qui pourrait mettre en péril le CFM, mettons. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais Ouais. moi, ma vision à ce niveau-là, c'est que je ne pense pas. Premièrement, ils ont renouvelé pour 50 ans l'année passée. Ça va rien dire, ça. C'est vrai, effectivement. C'est juste Donald du papier. Trump fait dire les meubles, ça se tasse. Effectivement. Mais je pense qu'il parlait de son adjointe, mais je ne suis pas sûr. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ce serait fort peu probable parce qu'au niveau du consortium, tout le monde s'entend pour dire que si tu veux
un exemple textbook de comment ça fonctionne un bon consortium, une bonne entente commerciale entre deux compagnies, là, c'est CFM. CFM International, honnêtement, c'est vraiment l'exemple à suivre. C'est un cas d'école C'est un cas joint d'école, venture. exactement. Donc, ce serait vraiment malvenu de dire on brise ça, puis c'est fini, chacun pour soi, puis ou j'en veux plus. Peut-être pas tout briser, mais juste dire je vais en prendre plus pour moi. C'est fort peu probable, honnêtement. Là. Puis GE, si tu regardes, mettons, juste du côté de GE, on va regarder du côté des Américains, bien sûr, parce que c'est ça qui est le plus important. GE est très satisfait de sa relation avec Safran. Donc, je verrais, c'est fort peu probable. Encore une fois, on s'amuse toujours à dire je ne suis pas Monsieur Soleil, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas qu'il va arriver quoi que ce soit au consortium. C'est pas dans nos habitudes de consulter Jojo Savard, fait qu'on a toujours de la misère un petit peu à... Mais moi, je trouve que c'est un consortium que la situation a tellement changé. Avec la crise du MAX qui est arrivée, puis là, avec le COVID-19, c'est clair qu'il y a des gens qui vont être en manque de revenus. Puis là, le manque de revenus, c'est comme le manque de nourriture. Quand tu commences à avoir faim, des fois, tu commences à prendre des décisions différentes. Hein? Oui, c'est sûr. Mais c'est certain que les compagnies qui auront les moyens et qui seront aux aguets, surtout pour de la technologie. Moi, je pense que ce qu'on va voir surtout, c'est soit des fusions ou des rachats, mais au niveau pour des trucs hyper pointus. Là, c'est le temps de racheter ton concurrent ou d'acheter une technologie que là, la compagnie que tu visais, elle n'a plus d'argent pour continuer à développer son super laser de je sais pas quoi qui t'aide à faire je sais pas quoi. Okay. On va rester dans les moteurs. Est-ce que Rolls-Royce doit être acheté par un de ses compétiteurs ou fusionné? Non. Ah bien. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que la seule possibilité, c'est un autre anglais. BAE Systems? Ouais. C'était, selon les analystes, la seule et unique possibilité parce que jamais les Anglais, surtout pas dans la position post-Brexit, ne vont laisser partir des actifs comme ça qui sont... Non, mais je vous l'ai déjà dit, Rolls-Royce, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop important. Il y a beaucoup trop de technologies qui transitent d'une division à l'autre. Ça va coûter cher à ce moment-là. Ça coûterait cher, puis... Il faut faire attention à une chose, là. Ils ont du trouble sur le Trent 1000 en ce moment là, et par déclinaison un peu sur le Trent 7000 également, là, parce que c'est de la technologie qui a été réutilisée. Mais ils ne sont pas si tant mal en point que ça parce que n'oubliez pas que Rolls-Royce est aussi présent dans les turbines à gaz, dans les turbines à... je le dirais pas, les turbines à bateau. Turbines à gaz power plant. Turbines à gaz bateau. Ils développent aussi des moteurs électriques de bateau, là, les fameux. Le moteur est tout dans l'hélice et tout. Vous irez voir ça, c'est de toute beauté. Ils sont aussi dans le nucléaire. Dans le nucléaire civil, ça, je ne sais plus, par exemple. Je voudrais ne me prenez pas au mot là-dessus, mais ils sont sûrs et certains dans le nucléaire militaire. Donc, en gros, ils sont juste assez diversifiés pour être capable de compenser. Exactement. Donc, avant de dire ça va coûter cher au gouvernement britannique de garder. Puis ça, c'est toujours... ça, c'est notre job aussi de faire ça. Là. Il faut dire aux gens que il ne faut pas juste se fier à ce qu'on voit dans les journaux. Là, Rolls-Royce est mal en point. Cette année, réparer le Trent 1000, ça va leur coûter 500 millions de... C'est des investisseurs qui voient qu'ils ne feront pas autant d'argent qu'ils pensaient en faire cette année. Ça ne veut pas forcément dire que Rolls-Royce est en si mauvaise posture que ça. Je n'ai pas dit qu'il faisait beau et que tout était correct, là. Mais c'est pas si tant pire que ça parce qu'il y a d'autres divisions, il y a d'autres sections de Rolls-Royce qui, eux, continuent business as usual. Et donc, à cause de tout ça, l'aspect nationaliste et là aussi le fait qu'ils sont impliqués dans tellement de choses, ça fait en sorte que ils ont de la marge. Ils sont capables, ils sont pas mal pris. Je veux juste faire une petite note ici. J'ai dit power plant. Les turbines à gaz pour du power, pour l'électricité. Je retire ce que j'ai dit. C'est vrai, Rolls-Royce a vendu sa division à Siemens. Fait que je vous demande pardon. D'accord.
Je vais me corriger tout seul avant de me faire flageller. Ça va faire moins mal. Fait qu'envoyais-tu d'autres, André, toi, des choses qui se pouvaient, là? Fait que Quand tu nous as demandé Rolls-Royce ça, est-ce que Pratt, c'était une vraie là, question? oublie ça, André, OK? Ça n'arrivera pas. Je sais pas combien de fois que je te le dise. La seule certitude que j'ai acquise, c'est qu'il n'y a aucune certitude maintenant. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Bon, Je André, philosophe. n'exclus plus rien. Ouais, non, c'est vrai. Oui, ben je sais. Olivier, Écoute, tu est-ce que vois-tu Rolls- quelque chose, toi, qui, at large, là, tu sais, militaire, civil, ça peut être la petite aviation aussi. Des fois, on a tendance à les oublier un peu, là, mais tu quelque chose que tu verrais là, qui pourrait disparaître ou fusionner, ou je sais pas moi, Cirrus et Piper pourraient former Cirrus Piper. Mais au niveau de l'aviation d'affaires, un truc qui avait été soulevé à plusieurs reprises, ça n'a pas jamais été concrétisé. C'est Textron qui mettait la patte sur la division Learjet de Bombardier. Oui, absolument. C'est vrai, effectivement, oui. Parce que lentement, Textron, ils n'ont aucun produit qui compétitionne directement les Learjet 75. Ils ont encore des citations Excel, XLS+, ou je ne sais pas comment ils l'appellent. Ils changent de nom comme à tous les 5 ans. Ils rajoutent des plus à tous les 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ça complète très bien leur ligne de produits. Sinon, on a les plus petits avions. Au niveau des hélicoptères, on a Leonardo qui a acheté Copter, la compagnie en Suisse qui font le SH-09. Ça a été fait au début de l'année. Je crois qu'ils sont après finir la transaction en ce moment. Oui, bon. On va avoir un hélicoptère d'entrée de marché, comme ils ne produisent plus le AB206. Le plus petit qu'ils ont, c'est le Koala. Donc, ça va aller juste en dessous de ça. Ça va venir concurrencer le 407. Le Koala. Une bonne façon. Puis le Colibri aussi. Ben, pas le Colibri, ce qui est plus fabriqué, mais le 130 B4 d'Airbus, qui a changé de nom aussi, qui est rendu le H130. Oui, ça, il faut suivre aussi avec Airbus, là, qui, à chaque fois qu'eux autres changent de nom à l'interne comme corporation, ça change de désignation de produit. Ouais. Mais oui, effectivement, bon point, c'est vrai. C'est passé pas mal sous silence, mais le rachat de Copter, une petite compagnie suisse là, qui pensait, qui pense toujours révolutionner l'hélicoptère d'entrée de gamme. Qui a été racheté en début d'année. Ça a été annoncé au Heli Expo, ça se peut, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Donc, oui, vas-y, je vais Olivier. t'amener l'objection Textron, l'achat de juste Learjet. Là. Oui. Learjet, c'est devenu contrairement à ce que bien des gens pensent, dans le portfolio de Bombardier, c'est une division importante parce que Bombardier, des 3 dernières années, a beaucoup travaillé sur les services après-vente. OK? Puis, il y a à peu près 2000 avions usagés en service dans la famille Learjet aux États-Unis. Donc, vendre Learjet, ça ferait baisser le rendement du réseau de services après-vente de Bombardier aux États-Unis. Mais la question, c'est est-ce que Bombardier va encore avoir le moyen de dire non à Textron s'il recevait une bonne offre? Mais ils ne recevront pas une bonne offre. On a déjà parlé de la stratégie de Textron. Oui, ça, c'est un fait. Exact. Mais je vous lance une question, puis on n'est pas obligé d'en débattre aujourd'hui, là, mais pour le futur, là, si on reste sur le fait que Bombardier a besoin de Learjet pour tout l'argent qui est ramené avec l'aftermarket, pensez-vous que pour maintenir cette division-là à flot, il pourrait arriver avec un nouveau design de Learjet, quelque chose de pas trop compliqué, mais qui n'est pas du réchauffé non plus? Là? Ça semble être une licorne, ça dont tu parles. Pas trop réchauffé, mais pas trop compliqué? Dans le sens de... quand je dis pas trop compliqué, là, rappelez-vous, là, pas trop compliqué comme, admettons, le Lear 85. C'est simple, le Lear 85. Oui, c'est ça, dans tes rêves, André, dans tes rêves. Donc, fait que pas aussi compliqué et coûteux que développer le Lear 85, mais quelque chose de pas une énième itération du Lear 75 qui, corrige-moi, Olivier, si je me trompe, mais je pense que c'est le Lear 45 qui a évolué, c'est ça? Oui, c'est le 75, c'est le 45 avec des moteurs un peu plus puissants que l'avionique de Garmin. OK. Fait que ça pourrait peut-être être une idée, là, si tu veux garder la division en vie, de peut-être arriver avec quelque chose d'un petit peu plus nouveau, mais... Il pourrait faire comme le 777 versus le 767, prendre le 45 ou le 75 sur une photocopieuse et le grossir de 30%. Il pourrait, oui, à peu près. Avec une photocopieuse, on fait des miracles. Ouais. Effectivement. Ça serait un lit 45 max. 90, 45 x 2. Ouais, c'est vrai. Sérieusement, s'il l'appelait comme ça, ce serait courir après le trouble.
La question, c'est toujours dans quel état va être le marché dans un an? Exact, tout à fait. Fait que je laisse ça en suspens. On y reviendra là-dessus, voir. Ça pourrait être intéressant de voir ce que M. Éric Martel va amener. Là. Lui, il arrive au bon moment. Quand tu dis que ton changement de job se passe au bon moment, là, c'est là. Mm-hmm. OK. Mais c'est certain que pour les OEM dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique, là, je pense que les gros projets de développement 2020-2021, le nouveau modèle, nouvelle variante, là, je pense que c'est pas mal. On va mettre ça de côté. Hein? Probablement. C'est déjà pas très fort en ce moment, mais là, je pense que c'est parce qu'en général, les investissements en R&D, c'est des pourcentages du revenu, hein? Oui. La seule affaire qui pourrait arriver, par exemple, c'est que cette année, admettons, d'ici la fin de l'année, Bombardier pourrait annoncer un nouveau Challenger. OK? Je dis n'importe quoi. Là. On jase. Là. Mais tout le monde se doute bien que l'investissement n'a pas été fait cette année. Là. Donc, s'ils annoncent quelque chose cette année, c'est tous des investissements, des choses qui ont été faites dans le passé. Bien que les finances n'étaient pas reluisantes non plus, mais je veux dire, ça n'aurait pas un impact, le COVID n'aurait pas un impact sur la recherche et développement de ce produit-là en particulier-là. Là. Donc, il pourrait annoncer quelque chose ou il pourrait annoncer que quelque chose s'en vient, malgré le fait qu'il y a un très gros ralentissement cette année. Là. Voilà. OK. C'est tout. Parlant du gros ralentissement. Oui. On passe à notre mini-section COVID au retour de la micro-pause. D'accord. OK. On y va. Ben, go. Hey, on est de retour. Yes. Super pause. Oui, quand même, hein? Greg, quand même, hein? Vous avez bien relaxé, messieurs, c'est bon? Ça fait du bien, oui, ça fait du bien. Hein? All right, on prend un grand respire. On y va. OCX passe au prochain tour, Greg. Yes, c'est nos amis de OCX, Christian et Olivier, qui, pour ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière, on annonçait en grande pompe que cette petite compagnie qui ne paye pas de mine était passée, avait monté une équipe d'experts il y avait des médecins, des ingénieurs, un machiniste. Ils avaient développé le fameux respirateur low cost que le Jewish avait annoncé ici à Montréal. Je sais qu'il y a des initiatives, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout sur la planète. Là. On le souhaite, j'espère. Il y a d'autres initiatives comme ça un peu partout dans le monde, mais ici à Montréal, c'est le Jewish qui a parti ça. Et donc, longue histoire courte, c'est un respirateur low cost que ces équipes-là qui s'étaient inscrites devaient développer. La semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils en retenaient 53. OCX Service faisait partie de ces 53-là, donc OCX et les autres de son équipe. Et cette semaine, on a appris qu'ils passent au deuxième tour. Donc là, ils devraient en garder à peu près. Ils passent au troisième tour. 3 x 4, 9, je retiens 2, tout ça. OK, oui. Troisième tour. Et donc, il en reste à peu près une dizaine. Donc, fait que c'est ça la bonne nouvelle, c'est cool. On aime ça. C'est des petites PME, on le dit, on le répète, on n'a rien contre les gros. Ils font partie du paysage, mais il ne faut pas oublier de parler de nos petits joueurs qui alimentent ces grands-là. Ces gros-là. Oui. Donc, c'est important de le mentionner. Et aussi de parler de la contribution de l'industrie de l'aéro à la pandémie actuelle, parce qu'au-delà des mauvaises nouvelles de toute l'organisation est en train d'arrêter, etc., il y a quand même tout le monde qui essaie de trouver des moyens de contribuer. D'ailleurs, il y en a beaucoup en aéro. Honeywell a annoncé qu'ils allaient fabriquer d'ici 1 mois des masques. Oui. Et il y a beaucoup d'autres organisations qui sont en train de prêter main forte. Donc, on sait de sources sûres que certains gros OEM québécois sont en train de voir comment ils pourraient contribuer. On nommera pas de nom pour l'instant. C'est pas à nous de faire ces annonces-là, mais les nouvelles sont bonnes. En gros, tout le monde est en train de chercher un moyen d'aider. Oui, c'est comme je l'ai dit, je le répète, c'est l'être humain à son meilleur. Tant mieux. On continue comme ça. Beau travail, tout le monde. André? CAE, en fait, a un contrat pour fabriquer 10 000 respirateurs. Ça s'en vient, ils commencent, ils vont rappeler du monde au travail. Oui, mais on a dit qu'on les nommait pas, André. Oui, mais c'est vrai. Mais il y en a d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait dit qu'on ne les nommait pas. Ah, OK. Mais non, c'est correct. C'est un running gag. Là. C'est parce qu'ils n'ont pas... CAE n'est pas un OEM. Oui, mais elle a dit OEM. CAE, c'est pas un OEM. Ben oui, à leur niveau, eux autres, dans leur industrie, c'est un OEM. Oui, mais... OK, OK, fine, next. Allez, on sort les Canbox. Oui, c'est ça. Puis en fait, vous choisissez l'affaire la plus plate sur laquelle vous obstinez, là. Fine. Ouais.
là, on en a glissé un mot tantôt rapidement, là, mais Oui. on a eu un bel exemple d'intelligence, puis d'esprit critique, puis de... C'est une intelligence économique. Hey, c'est fort, là. Ouais. HSBC prédit une consolidation des lignes aériennes suite à la pandémie et à la récession. Fait qu'ils ils ont prédit une consolidation des manufacturiers, puis ils ont prédit une consolidation des... Ouais. Hey boy. Êtes-vous impressionné? Ça mérite au moins 1 million par année. C'est fort, par exemple. J'espère. On l'avait vraiment pas vu venir. Ouais. Consolidation. Au Canada, je ne penserais pas, sincèrement. Peut-être. Enfin, corrige-moi, Olivier. Ils vont peut-être compter juste au niveau des transporteurs comme tels, là, c'est. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait de consolidation comme telle. D'après moi, je pense qu'il va juste il va en disparaître. Il y en a qui vont disparaître ou that's it, qui vont rester tels quels. Je pense pas que ça va se consolider. Là. La seule chose que c'était annoncé avant le COVID, puis on ne sait pas si ça va arriver, mais c'était Transat et Air Canada. Oui, exact. Ouais. Je pense que c'était le dernier gros morceau qui pouvait se faire au Canada. Là. Mais je pense que HSBC le compterait et dirait « Ah, on vous l'avait dit! » Fine. Ouais. Non, excusez, j'étais un petit peu baveuse. Ben oui, mais c'est ça. Mais regarde, c'est une vérité de la palisse. Hein. Regarde, OK, c'est bon. On passe à la prochaine. Côté moins bonne nouvelle, Spirit Oui. met temporairement à pied toutes les personnes qui avaient un emploi qui était relié au contrat avec Boeing. Ouais. Écoute, c'était prévisible. Hein? Je trouve ça malheureux pour les employés de Spirit. Absolument. C'est jamais le fun. On se réjouit pas de ça. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Non, je pense pas ils ont une centaine de fuselages dehors qui traînent là, puis qu'ils attendent. Boeing travaille sa recertification du MAX. Ça fait 1 an qu'ils font ça, puis on attend toujours. Fait que on va espérer pour eux autres. Moi, je pense que par rapport à ça, on en reparlera dans le Renton, mais by the way, j'ai ma petite théorie là-dessus. Là. C'est si long que ça avec le MAX parce que je pense que tous les bons ingénieurs sont partis chez SpaceX. Je dis ça de même. Mais il faut s'attendre à... Si je prends par exemple, je prends pour ici l'industrie aéronautique en ce moment, la demande mondiale, on s'entend que 2020, tu peux prendre je pense qu'Airbus là, a fabriqué suffisamment d'avions pour le restant de l'année ou à peu près. OK? Le président d'Airbus a annoncé la semaine passée qu'il réduisait d'1/3 les cadences de production qui étaient actuelles. Donc, le A320 passe de 60 à 40 et qu'il allait changer ou revoir les cadences de production à tous les mois à partir de maintenant. Donc, c'est clair qu'il faut s'ajuster et c'est clair qu'il y a probablement plus d'avions disponibles, des avions neufs, on s'entend, là, que la demande. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 400 Boeing 737 MAX tout neufs, jamais livrés, qui sont en attente. Puis si jamais Boeing réussit à livrer ou à ressortir le MAX, ces avions-là redeviennent disponibles. Alors moi, ma lecture au niveau aéronautique de l'année 2020, c'est qu'on a à peu près fabriqué tous les avions de ligne nouveaux que les compagnies aériennes vont être capables de prendre d'ici la fin de l'année. Ils ont été fabriqués ou à peu près. Ouais, ça va affecter le reste de l'industrie un peu. Mais en tout cas, on va voir. Puis il y a aussi toute la question de est-ce que ce manque à gagner là, dans le cash flow va affecter le rachat des activités de Bombardier? On en a glissé un mot tantôt. On va voir. On peut pas dire pour l'instant. Mais bon, ça affecte tout le monde. D'ailleurs... On est toujours dans le sujet de la COVID-19 et de ses impacts? Oui, absolument. Mais je te parle d'une reprise éventuelle, d'un moment de reprise, tant qu'à être ça sortir des mauvaises nouvelles, qu'on regarde un petit peu du côté vers l'avant, ce que ça ferait votre affaire. Ah oui, donc. Il y a la compagnie Archery, une compagnie française qui s'appelle Archery Consulting Services. Donc, c'est une compagnie française, quand on regarde le nom, hein, on comprend. Absolutely. Absolutely. On fait une prévision, un petit peu de marché pour savoir quand est-ce que le marché de l'aviation allait reprendre. OK? Ils ont fait 2 scénarios, un pessimiste et un optimiste. Le scénario optimiste place le retour, le marché de l'aviation, autrement dit, le nombre de passagers ou le volume de passagers de 2019 va être revenu en 2022 au mieux et 2023 dans le scénario pessimiste. OK?
Ça veut dire qu'en 2022, on va être au même niveau qu'en 2019 en termes de demande puis de besoin d'avions. OK? Donc, à ce moment-là, il faut que tu regardes les compagnies aériennes, à partir de quand ils vont avoir besoin d'avions neufs. Je prends un exemple, Delta Airlines a envoyé 600 avions dans le désert qui ont remisé. Il y a 600 avions qui ne servent plus, mais on sait très bien que les MD-80 ne reviendront pas. Tous les avions, en fait, qui ont à peu près 25 ans d'âge ou plus, ne reviendront pas en service quand la demande va reprendre, OK? Tu l'as déjà expliqué, Greg, les avions, les vieux fuselages, ça devient dispendieux à entretenir. Surtout si tu es entreposé 6 mois dans le désert, c'est encore plus dispendieux de les remettre en service. Alors là, c'est exactement, c'est ça. Oui, longue histoire courte. C'est un petit peu plus compliqué que ça, là, mais on peut dire vite, là, parce que c'est pas le sujet, là, mais que oui, ça peut être compliqué. Ouais. L'affaire qui va arriver là-dedans, c'est, je ne sais pas si tu en allais vers ça, André, là, mais ça va très certainement, la crise qu'on vit actuellement, ça va très certainement précipiter la mise au remisage. Le remisage ou la mise au rang encore. La mise au rang encore, exactement. Des avions qui auraient pu voler encore un peu, mais que là, ça ne vaut plus la peine. Oui. Puis souvent, ces avions-là ont été gardés en service. Les avions de 23, 24, 25 ans ont été gardés en service parce que le prix du carburant était bas. Anyway, on s'entend de 2015 à 2020, le prix du carburant était bas par rapport à ce qu'on avait connu encore. Ouais. Donc, même si le prix du carburant a baissé encore, c'est pas suffisant pour compenser l'augmentation des coûts d'entretien qui rentrent. OK? Ouais. Donc, ces avions-là ne reviendront pas. Ça veut dire que quelque part en 2021, tous les avions usagés qui avaient à revenir dans les flottes vont être revenus. Donc, à partir de la deuxième moitié de 2021, il faut s'attendre à ce que les livraisons d'avions neufs reprennent. Un rythme intéressant. Peut-être pas exactement le même qu'avant la crise, mais à un rythme suffisant là, pour que ce soit soutenable, puis qu'on parle de relance dans l'industrie aéronautique. Okay. Donc, moi, je vois deuxième moitié de 2021 reprise dans l'aéronautique au niveau des livraisons. OK. Fait que je reviens du côté des nouvelles désagréables, mais en même temps des succès pour certaines personnes. On parlait la semaine dernière, il y a 2 semaines, de la tentative de EasyJet de se faire annuler ses commandes d'Airbus. Oui, finalement, ils ont été capables de trouver un compromis avec Airbus. Là. Ouais. Airbus va laisser tomber la commande d'EasyJet, mais ces derniers devront en acheter 24. Mm-hmm. Et ces livraisons-là vont être retardées. Ben oui, mais non, parce qu'ils devraient les recevoir cette année, en fait. Fait que ça, c'est ce qu'ils disent, qu'ils vont essayer de les absorber cette année. Là. Mais c'est la condition qu'Airbus a donnée, mais moi, je pense que ça risque d'être difficile, là, mais bon. Mais c'est une bonne nouvelle pour eux, dans le sens où ils ont au moins été capables de laisser de domper à peu près le 3/4 de ce qu'ils avaient commandé. Ce qu'on entendait du côté des Anglais, c'est que la réflexion commençait à se mettre de l'avant, comme quoi les compagnies, pour se sortir de ces mandats-là, allaient invoquer des clauses de force majeure. Donc, pour vous donner une petite idée, une clause de force majeure dans un contrat, c'est quelque chose qui rendrait impossible le fait de maintenir ses obligations dans un contrat. Donc, ça peut être plusieurs choses différentes. Puis, il y a certaines conditions. Donc, par exemple, il faut que tu démontres que tu as essayé de trouver d'autres moyens pour livrer quand même la marchandise. Dans ce cas-ci, par exemple, il faut que tu trouves d'autres moyens pour être capable de financer tes achats si ton premier moyen tombe à l'eau. Ouais. Par contre, là, on voyait que les impacts de la pandémie affectaient toute l'industrie également, que toutes les sources de capital étaient en train de se tarir. Donc, on voyait venir que potentiellement, s'ils n'étaient pas capables de s'entendre assez facilement avec Airbus, ils allaient tirer sur les clauses de force majeure et juste faire annuler le contrat. Bien entendu, ça aurait été négatif pour tout le monde parce que ça aurait engendré des coûts d'avocat très importants. On conteste ce genre de choses-là souvent, etc. Mais fait que c'est comme une bonne chose que ce soit entendu pour le moindre mal de part et d'autre. Oui, exact. Ouais. Oui, c'est une bonne chose. Puis tu as suivi la question de la clause le cas de force majeure. Donc, en 2020, ça risque d'être invoqué par bien des compagnies aériennes. Et évidemment, les avocats des fabricants vont embarquer là-dedans, les avocats des compagnies aériennes. C'est un secteur qui va profiter de la crise de la COVID-19. C'est bien les avocats, le droit commercial. Ça va y aller au toast, les contestations de contrats puis les demandes d'annulation. Oui, effectivement. D'ailleurs, autre annulation, Saudi Gulf annule sa commande de 16 à 2,20. Bon, mais ça, c'était prévisible.
On sait même pas qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres. Je sais même pas c'est qui, eux. OK. En fait, la commande avait été placée en 2013 par Saudi Gulf Airlines, qui était une start-up à l'époque, donc elle n'opérait pas, elle n'avait pas d'opération. En 2016, 2017, face au retard de Bombardier avec le C-Series à l'époque, et avant qu'Airbus fasse l'acquisition, prenne le contrôle du C-Series, Saudi Gulf s'est viré de bord, puis elle avait commandé des 320, ou elle avait mis en service des 320 usagers, plus d'autres en commande. Donc, elle avait lancé ses opérations avec l'A320. Donc, comme c'est un transporteur, le modèle, c'est un modèle de transporteur à rabais. Évidemment, avoir 2 types d'appareils dans la flotte, ça ne cadrerait pas. C'était donc pas une surprise pour personne, là, 16 appareils. Donc, c'était une commande, ça faisait partie des commandes boiteuses là, du carnet de commandes de l'A220. Ouais. Bonsoir, elle est partie. On est bien contents. Il y en avait combien des commandes boiteuses, André? Ben, quand Airbus a pris le contrôle du C-Series, moi, j'avais identifié 125 au total. Sur combien? Il y avait 125 au total. Il y avait encore la commande de République à l'époque qui figurait, donc 40 appareils. OK. Il y avait Odyssey Airlines qui est encore là pour 10 avions. Odyssey Airlines, c'est une compagnie, c'est une start-up qui n'a jamais réussi à se financer et en fait, ça a fait patate. C'est un autre exemple de commande douteuse. Il y a Iraqi Airways Ouais. qui est encore là avec le 5. Y a-t-il quelqu'un qui pense que Iraqi Airways va voir le jour un jour? Non, regarde, c'est vraiment parti. Alors, puis là, faudrait que je regarde, il y en a d'autres aussi qui ont été éliminés, là. Ilyushin Finance a réduit ses options de beaucoup. Ça a été transféré à CLC, là, qui a pris les 7 avions les 7 avions qui sont remisés en ce moment, mais qui étaient destinés à Red Wings Airlines. Là. Okay. Donc, il y a eu plusieurs choses comme ça. Fait que c'est en train de se nettoyer. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Un ménage qui se fait peut-être un peu plus vite que prévu, mais qui allait se faire de toute façon. Oui. Parlant de ménage, c'est un petit peu drôle, de mon point de vue, malgré le drame ambiant. Le gouvernement américain a reçu la semaine dernière les demandes d'aide des différentes compagnies aéronautiques, dont les compagnies aériennes. Et normalement, ce qu'ils avaient annoncé, c'est que les contributions, ou en tout cas l'argent, devrait arriver dans les compagnies très rapidement, d'ici une semaine ou 2. Là, finalement, au lieu de revenir avec un chèque, le gouvernement américain a répondu aux demandes avec des questions supplémentaires. Et là, on veut tout savoir. De quoi ont l'air vos cash flows? Quelles sont vos ententes avec vos employés? Quels sont les flux de trésorerie de vos programmes de fidélisation de clientèle? On demande beaucoup de détails. Et là, il y a beaucoup de compagnies qui essayaient de résister également au fait que le gouvernement allait probablement demander de l'équité en échange des fonds. Donc, demander des parts dans les compagnies. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça, mais tout le monde a l'air un peu d'avoir le pied sur le frein présentement. Là. Ah ben, oui, et curieusement, quand vendredi dernier, la dernière conférence de presse qu'a faite Donald Trump avant la fin de semaine, il a dit, non, c'est pas vendredi, c'est jeudi dernier, mais Donald Trump a dit, mon vice-président, M. Pence, va annoncer quelque chose en fin de semaine. À l'heure où on enregistre, on n'a toujours pas de nouvelles d'une entente entre les compagnies aériennes et le gouvernement américain. Quand les programmes d'aide ont été annoncés pour les compagnies aériennes, oui, on va aider, le gouvernement avait dit, c'est à la condition que vous mainteniez des services minimums. Mm-hmm. Ouais. Alors là, les compagnies aériennes ont continué à faire voler des avions puis à maintenir des routes, de sorte qu'ils font des vols avec 1 ou 2 passagers, mais ils en font beaucoup, ils en font pas juste 1 ou 2, juste pour rencontrer les critères d'admissibilité à la demande ou à l'aide américaine. Puis là, si j'étais machiavélique, moi, je dirais aux compagnies aériennes, allez-y, maintenez des services, on va vous aider un jour. Pendant ce temps-là, les compagnies aériennes brûlent des liquidités, entre 50 et 100 millions de dollars par jour dans certains cas. L'argent s'envole par les fêtes, c'est le cas de dire, et non pas par c'est plus des hublots, c'est des fêtes, là. L'argent s'envole. Puis, éventuellement, les compagnies aériennes vont, s'il n'y a pas d'entente dans les 2 ou 3 prochaines semaines, les compagnies aériennes vont arriver à court de liquidité. Et là, le gouvernement va avoir le gros bout du bâton
On dit, ben voilà, maintenant, vous allez rencontrer mes exigences. Hein. Ouais. Fait que, clairement, il y a un jeu en ce moment qui se joue. J'ai jamais lu le livre du président américain lors du deal, là, mais est-ce que ce genre de choses-là figure dans ses stratégies de négociation habituelles? Ben, en même temps, ouais, là, sauf que connaissant la nature litigatrice des affaires aux États-Unis, je m'attendrais à me faire poursuivre si je faisais une affaire comme ça, là. Mais bon. Ouais, en tout cas, oui. peut-être, effectivement. Air Baltic compte redémarrer les activités dès que possible avec 5 A220. Ouais, ben, oui. C'est assez... ils vont repartir tranquillement. C'est le transporteur national. Fait que ça, c'était prévisible. Ils repartiront pas toute la flotte parce qu'ils ont probablement une partie de la flotte qui est en remisage. Fait qu'il va falloir faire quelques... Tu peux pas juste mettre le power sur l'avion puis repartir. Là. Donc... en fait, pour mettre les choses en contexte, au moment où la crise s'est déclenchée, Air Baltic avait 22 A220 en service, 12 Q400, puis il restait 3 737 NG en opération. Rapidement, on a appris, après 2 semaines d'arrêt, que les 737 ne reviendraient pas. C'était pas une grosse surprise. La semaine dernière, on a appris que c'était la fin des Q400 aussi avec Air Baltic. Et là, ils nous annoncent que c'est avec 5 appareils qui vont relancer les activités. Air Baltic devait prendre possession de 3 nouveaux A220-300 cette année. OK? Clairement, ils ont indiqué qu'ils voulaient négocier le report de ces livraisons-là. Et ça se confirme par le fait que Chorus Aviation Capital, qui va financer 2 de ces 3 appareils-là, a dit, ben, on s'attend à ce que les 2 appareils qu'on va financer avec Air Baltic, la livraison soit reportée. Donc, 2 livraisons de moins cette année pour au moins 2, peut-être 3 livraisons de moins pour l'A220 à Mirabel cette année. Tu sais. Ça annonce ça aussi. Ouais. Mais c'est clair que Air Baltic, c'est un gros client de l'A220. Ils ont quand même 22 appareils. Ils ont jusqu'à 50 en commande ferme. Ils ont des options pour plus encore. Donc, c'est un client à suivre aussi, justement, quand on parle là, de choses... La santé financière de ce client-là va être importante pour le programme à court terme. Maintenant, dans le passé, le gouvernement letton est intervenu pour soutenir Air Baltic. C'est le seul transporteur letton, c'est le transporteur national. C'est clair que le gouvernement letton va mettre tout son poids dans la balance pour maintenir cette compagnie-là en vie aussi. Donc 2021-22, mais clairement qu'il y a des négociations à faire là, pour les retards de livraison, là encore. OK. À suivre. Brenton? Oui, probablement. Dernière petite note. Ce qu'on sait présentement des États-Unis, c'est qu'il y a 700 employés des compagnies aériennes qui sont contaminés par la COVID-19. Ouais. Donc, nos meilleures pensées accompagnent ces gens-là qui ont supporté le retour à la maison des expatriés, le transport des troupes médicales, le transport d'équipements, etc. Donc, c'est vraiment dommage. Ce qui va me permettre de passer à Renton d'ailleurs, parce que l'ultra mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un employé de Everett qui est décédé des suites de son infection, justement. Et on se réjouissait il y a 1 semaine et demie peut-être de l'arrêt officiel des opérations de production dans l'État de Washington. Eh bien, malheureusement, on vient d'apprendre que la production redémarrait à Washington très bientôt. On va se concentrer sur tout ce qui est militaire. Oui. Ouais, c'est à peu près 10 % des effectifs de la région. Ça veut dire 3 500 personnes qui retournent au travail. On parle le Poséidon, donc le 737 modifié en avion de recherche anti-sous-marine, entre autres. Là. Le KC-46 aussi. Donc, c'est ce qui va reprendre... également, les activités de stationnement des MAX. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, c'est à... j'oublie le nom de l'aéroport qui est tout près dans l'État. Ouais, OK. Des mécaniciens qui vont travailler à sortir le FOD des réservoirs des MAX, parce que ça, c'est une des tâches à faire. Il faut récupérer les drills. Puis, mais c'est solitaire comme travail, tu sais. Ben ouais. Faut se faufiler. Ouais. Là. Un escabeau 2.
Ouais. Parce qu'il manque d'outils à Renton, fait qu'il peut aller récupérer ceux qui traînent dans les avions. Monsieur, c'est pas très gentil. Ben, écoute, je pense qu'il y a 25. Ils ont trouvé des FOD dans 25 ou 40 % des avions qui ont inspecté. C'est astronomique, le chiffre qu'ils ont trouvé, là. Ouais. Non, mais de toute façon, ce qu'on savait des whistleblowers, c'est qu'il y en avait partout. Là, moi, je pense que quand on tombe dans un pourcentage où on n'en a pas trouvé, le operating words, c'est on n'en a pas trouvé. Pas, il n'y en avait pas. Exact. En tout cas. Ouais. Le 787. Ouais, c'est fini. Ben là, c'est fini. On arrête la production temporairement. Mm-hmm. Mais, ouais. Donc, celle de Caroline du Nord, de Caroline aussi, de Charleston. Oui, effectivement, ils ont arrêté ça aussi. Regarde, Boeing avait continué de produire à cette usine-là. Il y a des rumeurs qui circulent que la production de 787 à Everett, ça serait peut-être fini avec cette crise-là. Ils transféraient tout en Caroline? En Caroline. En Caroline, oui, parce que les coûts de production sont plus bas en Caroline qu'à Everett. Ben, c'est pour ça, parce que c'est comme il y avait Boeing a une dent contre les syndicats à Renton. Ils sont allés en Caroline parce que c'est un État où c'est très difficile de se syndiquer. Et d'ailleurs, il y a des causes de congédiement en Caroline contre Boeing, parce que Boeing aurait congédié des gens qui voulaient se syndiquer en Caroline. Et ça s'en va à la Cour suprême, ça, d'ailleurs, ces causes-là. Intéressant. Je savais pas, mais surprise, quel employeur de choix. Effectivement. Ça paye bien, mais il faut que tu fermes ta gueule. Hey, non, mais parlant de fermer sa gueule, là, Boeing est en train de considérer sérieusement la mise à pied de 10 % de son personnel à l'heure actuelle. C'est l'occasion ou jamais de se débarrasser des grands gueules. Là, il faut que tu fasses attention parce que techniquement, tu ne peux pas te débarrasser, surtout dans l'État de Washington. Là. Tu ne peux pas te débarrasser de qui tu veux de même. Là. Ils vont offrir des packages, ça, c'est ce qu'ils ont dit. Là. Ouais, bon, en tout cas, en théorie, puis ça m'amène à parler du financement fédéral. En fait, on sait déjà que Bombardier, pardon, Boeing a demandé 60 milliards de dollars au gouvernement américain. On sait qu'il y a déjà autour de 17 milliards qui risquent d'être formellement aiguillés de leur côté. Ouais. On n'a pas dit package d'aide pour Boeing, mais c'est comme tel. Ouais. Donc, et attaché avec ces fonds-là venaient quelques obligations, dont une certaine transparence financière, de conserver les emplois jusqu'au mois de septembre. Fait que, bon. Et également de probablement donner des parts, peut-être en participation directe, peut-être en garantie. Donc, Boeing, qui ne voulait rien savoir de cette proposition-là, a engagé 2 banques d'investissement pour la supporter dans ses négociations avec l'État. Ça doit coûter presque rien, ça, des banques d'investissement? Non, presque rien. Pour te donner une idée, là, dans la négociation, la négociation entre Air Canada et Transat, ça a coûté à Transat 65 millions en frais d'avocat. OK? Alors, les deux firmes d'avocats qui ont été engagés par Boeing, à ma connaissance, il n'y a pas de bénévoles dans ces gens-là. Ah non, hein? C'est tous des gens qui facturent et au très gros prix, là. Ouais. Donc, ils vont dépenser quelques centaines de millions de dollars, probablement, pour réussir à faire des représentations au gouvernement américain pour aller chercher de l'aide. Pu payer avec ça, mais en tout cas. Donc, oui, pour aller chercher de l'aide sans obligation réciproque. Parce que c'est ça l'objectif. Là. Ils veulent avoir l'argent, pas avoir de compte à rendre, puis pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent. Puis pouvoir continuer, je dirais même, à faire l'excellente gestion qu'on leur a vu pratiquer depuis quelques années. Exact. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça va être super bien. Puis parlant de gestion, on va revenir aux efforts de R&D qui ont été déployés au moment de développer le MAX et à la difficulté que ça présente aujourd'hui d'ajuster tout ça. Alors, on va parler de petites lumières. Effectivement, on va aller un petit peu du côté du logiciel parce que pas plus tard que la semaine dernière, on disait on va retarder les essais parce que les gens ne sont pas capables d'être confinés à l'intérieur d'un appareil ensemble, donc on ne pourra pas faire les essais en vol. Donc ça, vont être retardés. Mais le retour en service, lui, pas du tout. On garde ça en juin. Oui, le milieu de l'année. Ouais, exactement. Okay. Donc, pas besoin de vous dire qu'on est particulièrement incrédule par rapport à cette évaluation-là. Et qu'en plus, on a découvert 2 nouveaux bugs logiciels. Le Runaway Stab. Ouais.
Ouais. C'est autopilote. Qui risque de provoquer un runaway stab et un autopilote off en approche. Ce qui est super. Début du mois de février, au début du mois de février, c'est là qu'on a entendu la fameuse histoire de la petite lumière qui n'était pas importante. Hein? Mm-hmm. La petite lumière, elle était en lien avec quoi? Elle était avec la position du trim, exact. Mm-hmm. Elle restait collée. Mm-hmm. Elle se fermait pas. Mm-hmm. C'est drôle que tout d'un coup, ils ont voulu régler ce problème-là. Puis là, on découvre un problème avec la programmation du trim. Tu sais, la première chose qu'on dit de faire en troubleshooting dans des instruments du cockpit, c'est de déterminer si c'est un problème d'indication ou un problème réel. Dans ce cas-là, on n'arrêtait pas de dire que c'est un problème d'indication. Finalement... Ouais. Ils pensaient que c'était l'ampoule. Peut-être que... Une G327. Ça change super bien. Ouais. Et là, ce qui est important de comprendre avec ça, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les fixes sont aussi longs à arriver par rapport aux problèmes logiciels, celle-là, c'est ma préférée. C'est qu'on est obligé d'optimiser le hardware d'une manière extrême parce que, tenez-vous bien, on a appris, en tout cas peut-être qu'il y a plein de gens qui étaient déjà au courant, entre autres en logiciel, mais moi, je dois dire que l'image m'a frappé cette semaine quand j'ai su que la puissance de l'ordinateur qui est là-dedans, du hardware, est l'équivalent d'un Super Nintendo. C'était cool, le Super NES. C'était quand, ça? C'est quoi, c'est 94, ça, non? Super NES? 92, 94? Mais il y a deux ordinateurs de bord dans le Mac qui ont chacun un CPU pareil de ce type-là. Deux Super Nintendo? Fouf, c'est mieux. Le Super Nintendo pour le président. Puis, par comparaison, l'A320 a pratiquement quelque chose d'équivalent comme CPU et comme capacité. La différence, c'est qu'il y en a 7 et non pas 2. Il y en a 7. Et aussi, peut-être, le code a été bien écrit et est un peu moins CPU Ivar. Visiblement, tu vas avoir un sérieux problème d'architecture au niveau du codage. Là. Je ne sais pas comment ils vont faire leur compte. On savait depuis le début que régler les premiers problèmes de logiciels qu'il y avait eu étaient problématiques à cause de la puissance des ordinateurs. Là, il y a juste des nouveaux problèmes et donc des nouveaux fixes. Ouais. Ça peut pas aller mieux. Là. Ça va bien. Ça va bien avec le Max. Ça va bien. Ils vont recertifier. Oui, ils vont recertifier. Non, c'est juste des petits bols de rien, là, tu sais. Il n'y en a pas de problème. On a ça, il me semble qu'on a entendu ça. Puis, je tiens à souligner que là, il y a des avions là, qui étaient en service. Ça fait plus qu'1 an que ces avions-là n'ont pas volé. Je veux bien croire que Boeing a une équipe de techniciens dédiés là-dessus, mais on s'en va allègrement vers le 1 an et demi d'avions cloués au sol avant de commencer la remise en service. Moi, je sais pas, mais... Puis à partir de combien de fixes nécessaire, on va dire, c'est tellement buggé, ça, je pense qu'on devrait recertifier. Je pense que rendu là, c'est même pas une question technique, là, parce que je suis à peu près certain qu'à l'interne, ils ont des gens qui doivent pousser. Moi, tu sais, l'histoire nous a plusieurs fois prouvé que il y a des clics qui se forment à l'interne par rapport vis-à-vis un problème. Hein, parce que je sais que dans les compagnies, il y a toujours des clics puis mais c'est pas à ça que je fais allusion, là, c'est vraiment suite à ce problème-là, moi, je suis à peu près certain qu'au niveau de la compagnie, là, il y a des gens à l'intérieur, là, il y a un petit comité secret là, de ceux qui pensent que. Puis c'est sûr et certain que tu as des gens chez Boeing qui disent « Regarde, là, c'est n'importe quoi. Là, les gens sont le monde est en train de se foutre de notre gueule. Là. On aurait dû repartir la certification, on aurait dû recommencer à zéro, montrer patte blanche, dire « OK, on s'est fourré, on s'est trompé, on recommence. » Ça doit pas être le fun d'être dans les équiques de génie logiciel du 737 présentement. Là. Alors là, ça serait fait. Là. Il serait en phase de peut-être recertifier d'ici 2-3 mois encore. Là. Alors là, tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est Greg, parce que comme il s'en vient des compressions de 10%, ça apporte les gens qui sont pour le maintien du système actuel ou les gens qui sont pour repartir de zéro? Ben, moi, je pense qu'il y a des clics, il y a des gens, oui, effectivement, à l'intérieur, qui sont pour la recertification. OK. Oui, mais on s'entend que, genre, je comprends ton point éthique, là, mettons. Ouais. Mais ça prendrait 2 ans? Ça se peut pas, là. Non, pas forcément, parce que mécaniquement, il y a certaines affaires que tu peux rubber stamper. Tu sais, je veux dire, éventuellement, il y a des choses que tu n'as plus besoin de recertifier le train d'atterrissage. Là, tu sais, ça, c'est correct. Ouais. Fait qu'il y a certaines sections, systèmes,
C'est le système hydraulique qui n'est pas en cause. Ouais. Pas besoin de tout recertifier, tout retester. Ouais. Puis le Iron Bird, il est probablement encore quelque part dans un hangar. Fait qu'ils peuvent aller retester des affaires s'ils ont leur tente. Mais je pense qu'il serait pas loin d'être proche de recertifier. Ça aurait montré qu'ils sont capables de dire « OK, on s'est trompé. Puis voici ce qu'on est prêt à faire. Ça va nous coûter ce que ça nous coûtera. On recertifie. On a toujours été là pour nos clients, blablabla. Puis ils jouent du violon. Puis voilà. Puis ça serait fait. Donc, puis là, juin, juillet, je pense que ça aurait été. Puis là, je pense que la FAA aurait collaboré. Alors, ma déduction, Greg, c'est que 2-3 semaines après les annonces de mise à pied de 10 on va voir quelle orientation Boeing prend avec le MAX, puis on va savoir quel clic a gagné au sein de Boeing. Oui, effectivement. Ben, entre vous et moi, le fait de ne vouloir absolument aucun oversight gouvernemental, donc une présence dans l'actionnariat, moi, ça me dit qu'on veut continuer à faire les choses comme on le faisait, ou bien qu'il y a d'autres squelettes dans le placard. Mais effectivement, oui. En tout cas, on va voir, l'avenir le dira. Passons en défense, parce qu'on est un peu tanné des mauvaises nouvelles. Ouais. Olivier, on parle du F-15. Oui, le F-15, le puissant F-15. Qu'est-ce qu'on dit? Dit du F-15? Ben, il est beau. Mm-hmm. Il est question, mais OK, question comme ça. Le F-15 est en arrêt de production depuis combien de temps? Le F-15 n'a jamais été arrêté. La production n'a jamais arrêté. Ils sont après finir la production des exemplaires pour l'Arabie Saoudite et produire les exemplaires pour le Qatar et les nouveaux exemplaires pour l'air américaine. OK. Puis les nouveaux exemplaires du F-15, parce que le F-15, ça a toujours été un avion, on disait, c'est un intercepteur beyond visual line of sight, donc au-delà de la portée visuelle du pilote. C'est un intercepteur à longue portée. Est-ce qu'on change la mission ou la vocation du F-15 dans la prochaine commande? Quand le F-15 a été conçu à l'époque, il a été conçu comme un intercepteur avec toutes les leçons du Vietnam, avec un canon interne, une aile assez incroyable. Il n'avait pas besoin de bec de bord d'attaque ou de tour de magie aérodynamique pour faire son travail. Et puis, l'avion a toujours été conçu, il a toujours eu l'option d'avoir une version d'attaque au sol de l'avion. Et les premiers qui ont sorti cette option-là, c'était l'armée américaine avec le F-15E, le Strike Eagle, dans le milieu des années 80. Et l'avion est arrivé juste à temps pour la première guerre du Golfe. Et puis, ensuite de ça, les versions qui ont été faites suite à ça ont tous été basées sur le Strike Eagle. Et puis là, la version de l'Arabie Saoudite, ils ont refait le système de contrôle de vol numérique. Et puis, ils ont activé des pylônes dans le port de charge sous les ailes. Il y avait une station qui avait jamais été activée sur l'avion, mais que l'avion avait toujours eu. Et avec la nouvelle version pour l'Arabie Saoudite, ils l'ont activée. Et puis, avec le nouveau logiciel de contrôle de vol, que l'Arabie Saoudite a payé pour le développement. Et les moteurs, c'est les mêmes ou c'est de l'upgrade? Non, à partir de la version pour la Corée, ils ont changé les moteurs pour des Pratt & Whitney vers des GE. Ouais. Les F-110, les mêmes moteurs que dans le F-16, entre autres. Et puis, maintenant, toutes les versions en production ont les moteurs General Electric et la nouvelle version de l'armée américaine va aussi avoir les moteurs General Electric. Ce qui a mis Pratt en beau fusil parce qu'il parle de peut-être poursuivre le gouvernement, aller en appel. Mais l'avion a été commandé avec le changement minimal sur l'avion. C'est vraiment, ils achètent un produit qui est sur la tablette pour aller avec. Ouais. Carrément. Dans la spécification que le gouvernement a émis pour ça, c'est vraiment le minimum. On prend vraiment la version qui est développée pour le Qatar et on va même l'exploiter en version monoplace avec un deuxième siège en arrière, mais personne dedans. Ah ouais? Ça sonnait vraiment pas bien. Fait qu'il n'y aura carrément pas de siège, là, c'est ça, là? Non, il va y avoir un siège. Il n'y a pas de navigateur dans l'avion. Il ne sera pas occupé en temps normal. OK. Ah oui, mais c'est bon, un deuxième siège pour les journalistes faire des promenades, des démonstrations. Mais pour l'entraînement aussi. Ouais, OK. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ça va être l'avionique, ça va être comme similaire à ce qu'on voit sur le F-35 puis le Super Hornet Block 3, c'est-à-dire que ça va être un écran en avant qui va
gérés qui vont intégrer la zone de contrôle. Oui, pour le F-15, Olivier, sont-tu rendus avec un full screen, là, un écran genre 23 pouces là, de large là, qui fait la pleine grandeur, là, c'est ça? Le F-15QA, il y a l'écran qui s'appelle le Wide Area Display. Ouais. Il est écrit avec ça, donc le nouveau F-15 je pense que le F-15SA aussi ça également. OK. Le nouveau a ça. Il faut savoir que cet avion-là est venu parce que les F-15 de l'Air National Guard sont rendus trop vieux. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y en a un qui avait perdu, qui avait cassé en deux en vol. Super. Le nez était tombé de l'avion. Et puis, le pilote s'était éjecté. Il était assis dans le cockpit. Et l'avion, le reste de l'avion était quelque part en arrière de lui. Puis, il s'est éjecté. Il a survécu, heureusement. Et puis, on s'est rendu compte que les avions étaient tous avaient beaucoup de cracks au niveau de la structure du longeron principal. Et c'est là que les Bagadules ont envoyé des F-18 dans le Massachusetts pour prendre la mission de défense du NORAD. Parce que les F-15 étaient tous cloués au sol à ce moment-là. OK. Ah, ouais. Et donc, après ça, Boeing a eu l'idée, il a dit, OK, on va juste prendre nos avions, on va remettre des nouvelles ailes, on va changer le longeron, on va mettre des nouveaux radars, on va le mettre au même standard que le F-15E Strike Eagle, mais pour le côté RR. Ouais. Et puis finalement, ça coûtait trop cher. Et la solution qui a été adoptée, c'est d'acheter des nouveaux avions dont le développement a été payé par des pays étrangers. Ah, OK. C'est bien de se faire financer son développement de défense. Par toujours, parlant du F-15, là, les rumeurs, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, Olivier, là, mais les rumeurs comme quoi l'Air Force s'enlignerait peut-être pour avoir une flotte mixte dans le futur. Donc là, on lâche la réserve, là, la garde nationale. Non, c'est l'Air Force. OK. Ça fait quelques semaines là, que je vois passer ça un petit peu partout là, dans les médias sociaux, là, sur des sites spécialisés de défense, là, où on parle de peut-être réduire un petit peu le nombre de F-35 que l'Air Force achèterait et intégrer, venir chercher des F-15, là, donc flambant neuf, là, on s'entend. Là. Je ne sais pas quelle version, mais je sais que ça se discute parce que moi, ce qui avait attiré mon attention sur ce potentiel deal-là, c'est que, comme tu l'as mentionné, les F-15 sont maintenant équipés de moteurs GE. Et moi, le gars de moteur, ce qui a attiré mon attention, c'est que Pratt disait, si vous y allez avec une motorisation unique et non pas en appel d'offres, nous autres, on va déposer une plainte. Donc, c'est de là que vient mon questionnement et ma réflexion par rapport à ça. C'est ça qui a attiré mon attention. Fait que, t'es-tu un petit peu au courant de ce si c'est vrai ou... J'ai pas vu ça passer récemment, mais il faut comprendre que les F-15, les F-15C et les F-15D qui sont encore en bon état vont rester en service avec le moteur Pratt & Whitney. Les F-15E restent en service avec le moteur Pratt & Whitney. C'est vraiment uniquement les avions, les nouveaux F-15 qui vont s'appeler les F-15 EX ou X, qui vont avoir le moteur GE. Ça va être une partie limitée de la flotte. Donc, on parle de 8 avions pour le premier contrat, 2 livrés en 2021, 6 en 2022 et ensuite 18 avions par année jusqu'en 2024. Mais pourquoi on aurait fait ce choix-là? Les avions qui sont fatigués de voler. OK. Puis ça, c'est vraiment juste au niveau de la garde nationale, ça? Oui. Eux, ils ont la mission de défense du territoire nord-américain, avec le NORAD. Donc, c'est vraiment ces avions-là. Mais en plus, les avions, ils auront l'option d'être employés pour l'attaque au sol. Okay. Et puis, car toute l'ouverture de l'enveloppe a déjà été payée par des pays étrangers. Mais là, pourquoi on aurait décidé de faire ce changement de moteur-là? Ben, pas le changement de moteur, en fait, mais l'élimination d'une option. Pourquoi ils ont éliminé cette option-là? Hein? Aucune idée. Ils voulaient juste acheter le moins cher possible. Ils ont dit, ça, c'est en production, on achète ça. C'est comme s'ils décidaient d'acheter des Super Hornets. Et puis, Pratt, il dit, oui, mais c'est des GE qu'il y a là-dedans. Nous autres, on veut mettre un moteur là-dedans. Puis ils se sont dit, non. OK. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Là. C'est des GE, puis ça finit là. Ouais, OK. C'est bon. Bon, ben, mais on est aux États-Unis. Eux, hein? Mais on est aux États-Unis. Il va y avoir poursuite. Sans doute, effectivement. OK. Là, on va parler de quelque chose qui facilite l'usage des avions. Ça a l'air que c'est pas facile, les porte-avions chinois, là. En fait, un porte-avions chinois. Mais il y en a deux, fait que 50% de la flotte est problématique. Il y en a un qui est parti faire un petit tour, puis l'autre, pendant ce temps-là, a toasté dans le port. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier, le CV-16, donc le Liaoning,
le porte-avions d'inspiration russe des Chinois, lui est parti se promener. Il y a des gens qui s'amusent à regarder les images satellites pour trouver des bateaux, puis ils l'ont trouvé, il est rendu dans le Pacifique. Donc, il est parti se promener. On ne sait pas pourquoi. Il va attaquer Pearl Harbor. La même chose que les Américains avec leur porte-avions. Ils s'en vont faire une mission de maintien des lignes de navigation, des voies navigables. Mm-hmm. Et dans un chantier naval en Chine, ils sont en train de construire 2 LHD, des porte-avions, en fait des porte-hélicoptères d'assaut, un peu comme ce que les Marines utilisent avec les Osprey, les F-35 et avant ça les Harrier. Ouais. Donc, il y a eu un feu dans un des bateaux qui était en cale sèche avant que l'équipe du matin se pointe. Ça a été éteint rapidement. Et maintenant, d'après les gens qui surveillent la situation, qui regardent par des longues vues, qui prennent des photos, les dommages ont déjà été réparés sur le porte-avions. Donc, la fumée qui avait sali l'extérieur a déjà été repeint. On ose penser que c'est pas un gros problème. Bon, en tout cas, si on voit les photos, ça avait l'air d'un gros problème. Mais ils disent que s'il y a un feu, il faut étouffer le feu. Fait qu'ils ont en masse de monde pour lancer du monde. Ils ont étouffé le feu, puis ça a arrêté là. Ça a déjà été peinture. Il y avait 2 des ouvriers le matin, notre heure à nous, qui étaient en train de repeinturer le navire. Donc. Ouais, j'imagine en fait que ceux qui avaient causé le feu ont été obligés de rapatrier toute leur famille pour régler le problème. C'est pas vrai, c'est pas fin. Disons qu'ils ont les moyens d'arranger des affaires rapidement. On les a vus ériger des hôpitaux en 10 jours. Ça me surprend pas qu'on puisse arranger un bateau pendant la nuit. Là. Ouais, mais quand même. Ça prend 3000 personnes de plus. OK, c'est correct, on va t'arranger ça. On va te laisser savoir. Les autobus s'en viennent, tu sais. Quand même. C'est la Chine a des moyens au niveau humain et les ressources humaines. La Chine a des moyens que personne d'autre a sur la planète. OK, intéressant. Eh bien, là-dessus, messieurs, ça conclut notre... moi, je veux lancer une invitation à Olivier. Ouais. Dans les prochaines semaines, là, pour changer un petit peu de la COVID et tout ça, là, on pourrait faire une émission, non pas spéciale, mais où on ferait un bon, gros, sérieux topo sur l'F-35. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Oui, ça pourrait être très bon. Fait que, tu sais, pas juste un segment défense, là, faire une bonne partie de l'émission pour dire où est-ce qu'on en est, c'est quoi, quelles sont les légendes urbaines, c'est-tu vrai que c'est pas bon, c'est-tu vrai que c'est bon, qu'est-ce qu'il y en est pour de vrai, etc., etc. Fait que je pense qu'on pourrait faire un bon topo, remettre les pendules à l'heure, là, ça serait bien. OK, ben écoutez, c'est noté. Ouais. Ben, je pense que ça ferait du bien aussi de sortir un peu de la COVID et des mauvaises nouvelles, puis tout ça. Je pense que nos auditeurs cracheraient pas là-dessus, je pense. Écoutez, c'est noté. On verra ça. On va vous organiser quelque chose. Peut-être la semaine prochaine. Restez à l'écoute. D'ici là, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.